Oui, merci Didier. Donc, je voulais prendre quelques minutes pour vous parler de l'AMRO et de ce qu'on fait et de ce que vous pouvez y trouver si vous n'êtes pas familier à aller notamment sur le site ou sur les communications que l'on fait. Voilà, donc le webinaire, donc j'en termine. Le webinaire, donc il est dédié à l'anémie parce que bon, comme je l'ai dit en tout début en intro, on ne peut pas organiser de journée d'information médicale physiquement. Et donc on a voulu développer une réunion Internet pour rassembler et informer notre communauté. Cette première expérience, on la cible sur un projet fédérateur qui concerne la plupart des radiosphères symptomatiques, à savoir l'anémie. Et c'est également lié à notre constat que trop souvent, on constate trop souvent que les radiosphères subissent, entre guillemets, pas tous, mais certains d'entre eux subissent l'anémie, faute de conseils de généralistes qui ne connaissent pas la maladie. Or, l'anémie se gère. Sophie Rivière et Laurent Chevalier en parleront tout à l'heure. Et d'où le fait de commencer cette première expérience de visioconférence avec ce thème assez général. Voilà, je laisse la parole à Sophie Rivière, qui coordonne le centre de compétences radiosphère de Montpellier et qui est médecine interne, et puis à Laurent Chevalier, qui est nutritionniste au CHU de Montpellier. Voilà, je les remercie sincèrement tous les deux de participer à cette session. Sophie Rivière, à vous. Bonjour à tous. Donc, je remercie donc l'AMRO, Monsieur Coudrette et son équipe de m'avoir permis d'échanger avec vous ce matin sur le problème de l'anémie dans la maladie de Rendiosler. Comme le disait Monsieur Coudrette, on avait construit une journée d'information médicale déjà pour mars 2020. On a tenté de la réorganiser en mars 2021, mais malheureusement, les circonstances nous ont vite découragés. Et c'est effectivement une formule nouvelle pour vous, je pense, mais pour moi aussi, on en fait maintenant beaucoup d'interactions, mais c'est vrai qu'avec un large public, des patients, c'est la première fois que je teste cette modalité, on va dire, d'information et d'échange. Donc, j'espère que tout le monde entend bien. Alors, la thématique, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je suis médecin interniste au CHU de Montpellier et depuis bientôt, on va dire, 15 ans, je m'occupe du centre de compétences de la maladie de Rendiosler. Au début, ça ne s'appelait pas exactement comme ça, mais ça fait vraiment une quinzaine d'années que les choses sont organisées en France, bien avant le plan maladie rare pour la maladie de Rendiosler, sous l'égide du professeur Plochu, que vous connaissez sûrement tous. Alors, effectivement, l'anémie, c'est quelque chose qui est central dans la prise en charge de la maladie de Rendiosler. On va essayer de le montrer parce qu'elle a, d'une part, elle est au cœur, on va dire, de la problématique de la physiologie de cette maladie, plutôt la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme de cette maladie. Et ensuite, elle a un retentissement sur la qualité de vie qui est important. On va le voir. Alors, pour savoir un peu qu'est-ce que vous avez déjà, j'ai envie de dire, comme notion, et pour savoir sur les sujets sur lesquels il vaut mieux que j'insiste, donc on a préparé quelques questions. Donc, je vais laisser la main à monsieur. Alors, par rapport aux questions, aux réponses qu'on vient d'avoir, l'anémie, ce n'est pas la baisse de la ferritine. L'anémie se définit comme la baisse du taux d'hémoglobine. Donc, quand on vous dit, quand le docteur vous dit que vous avez une anémie, ça ne veut pas dire que vous avez une baisse de ferritine, ça veut dire que vous avez une baisse du taux d'hémoglobine. Alors, quand vous êtes atteint d'une maladie de Rendiosler, quand vous avez une baisse du taux d'hémoglobine, on va le voir, je vais essayer de vous l'expliquer pourquoi sur les autres diapositives, généralement, c'est parce que vous avez effectivement une baisse du fer et donc de ces réserves qu'on appelle la ferritine. Je vais revenir dessus. En revanche, il y a des gens qui ont de l'anémie pour d'autres raisons. Et on parlera d'anémie parce que leur taux d'hémoglobine est bas, mais ils n'ont pas forcément un manque de fer,
ils peuvent avoir la moelle osseuse qui ne fonctionne pas bien, qui fabrique mal les globules. Ils peuvent avoir un manque d'autres substances, comme certaines vitamines. Ils peuvent avoir des globules rouges qui se détruisent, et donc l'hémoglobine qui part avec, et donc on aura au final une baisse du taux d'hémoglobine. Donc le médecin peut parler d'anémie, sans pour autant qu'il y ait automatiquement un manque de fer. Mais quand on a une maladie de Randy-Osler, dans, on va dire, 98% des cas, le mécanisme de cette anémie, on va le voir, est dû effectivement au manque de fer. Donc, la normale de l'hémoglobine, du taux d'hémoglobine, c'est entre 12 et 16 grammes par décilitre ou 120 et 160 grammes par litre, tout dépend donc l'unité auquel on se réfère. Et c'est vrai que les rendus ossellaires, souvent, se promènent, comme on dit, plutôt aux alentours de 10-12 et ils sont très contents quand ils sont justement pas tout à fait anémiques. Alors, d'autres vont avoir des chiffres d'hémoglobine qui n'arrivent jamais à 10 parce qu'ils sont quasiment tout le temps anémiques. Donc, il faut quand même effectivement se rappeler que la norme de l'hémoglobine, ce n'est pas 10 grammes, c'est entre 12 et 16, avec souvent des chiffres un petit peu, des normes un petit peu plus aux alentours de 12-13 chez la femme, plutôt 13-14 chez l'homme. Donc, ils ont des taux d'hémoglobine sont un petit peu plus hauts théoriquement. Mais donc, quand vous êtes à 7 grammes d'hémoglobine, vous avez moitié moins que le taux d'hémoglobine qu'une personne non malade. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est cette hémoglobine? Alors, cette hémoglobine, donc, qui est responsable de la définition de l'anémie, c'est une substance très compliquée qui est effectivement fabriquée par les jeunes globules rouges, qu'on appelle les érythroblastes, dans la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, celle que vous voyez quand vous faites un pot-au-feu avec l'os à moelle, cette espèce de substance gélatineuse qui est à l'intérieur, qu'on appelle la moelle osseuse. Donc, à ne pas confondre, hein, bien sûr, avec la moelle épinière, qui est le système nerveux qui passe à l'intérieur de la colonne vertébrale. Donc, ça n'a rien à voir du tout. Hein. Donc, la moelle osseuse, c'est cette espèce de substance à l'intérieur dans les os, essentiellement les os plats, une substance dans laquelle il y a tout un tas de cellules qui sont en fait ce qu'on appelle les précurseurs, c'est-à-dire les jeunes cellules qui vont fabriquer tous les éléments figurés du sang, c'est-à-dire toutes les cellules qu'il y a dans le sang. Alors, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Il y a 3 grands types de cellules qui se promènent dans le sang en permanence. Donc, cette usine à cellules du sang, c'est la moelle osseuse. C'est dans cette moelle osseuse donc, que vont se fabriquer les futurs globules rouges. Et quand ils sont plus jeunes, donc on les appelle les érythrocytes, les érythroblastes, suivant leur degré de jeunesse, ils vont avoir comme mission de fabriquer cette fameuse hémoglobine, donc qui est une protéine avec des caractéristiques rajoutées particulières. Et donc, ces caractéristiques, c'est justement d'avoir dans son intérieur, c'est pour ça qu'on appelle ça une métalloprotéine, des atomes de fer. Et ces atomes de fer, ils sont fondamentaux pour l'hémoglobine parce que sa mission, et comme vous l'avez très bien répondu, c'est justement de transporter l'oxygène. Et si l'hémoglobine peut transporter l'oxygène, c'est parce que justement elle contient du fer. Et c'est les échanges entre l'oxygène et le fer qui vont permettre à l'hémoglobine de récupérer l'oxygène là où elle doit la récupérer, c'est-à-dire au niveau des échanges pulmonaires, là où vous respirez, la zone où on respire et où l'oxygène rentre et le gaz carbonique sort, récupérer de l'oxygène et la transporter jusqu'à l'endroit où elle est utile, c'est-à-dire l'ensemble de l'organisme, les tissus qui, vous le savez, fonctionnent dans notre système avec de l'oxygène. C'est le carburant, si vous voulez, de tous nos tissus et notamment nos muscles. Donc, l'anémie,
c'est une baisse du taux d'hémoglobine. L'hémoglobine est une substance donc, qui est à l'intérieur des globules rouges, fabriquée au niveau de la moelle osseuse, qui va servir à transporter l'oxygène vers les tissus grâce aux atomes de fer qui y a à l'intérieur. Alors, hop, suivante. Alors, je sais pas, c'est moi qui fais défiler. Alors, j'arrive pas à faire. Ah, voilà, ça y est. Alors, que faut-il pour fabriquer de l'hémoglobine, hein? Puisque si on dit que souvent les gens atteints de maladies de Randy-Hössler ont une baisse du taux d'hémoglobine, que faut-il pour fabriquer de l'hémoglobine? C'est comme quand vous faites un gâteau, hein, il y a un certain nombre d'ingrédients nécessaires et il y a un certain nombre d'outils, d'ustensiles. Donc, en l'occurrence, pour l'hémoglobine, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faut, je vais commencer par le bas de la diapositive, il nous faut de la globine. La globine, c'est la protéine, on va dire, sur laquelle s'accroche le reste. Donc, de la globine. Donc, elle, c'est une protéine qui est fabriquée par la cellule. La cellule, elle a toutes les instructions et donc, elle fabrique cette espèce de, on va dire, de chaîne sur laquelle va s'accrocher le reste. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Votre cellule, si elle est normale, on va dire, elle est capable de le fabriquer. Mais il nous faudra d'autres éléments que là, par contre, notre organisme est incapable de fabriquer. Donc, il faut absolument qu'on lui apporte de l'extérieur. C'est la définition des vitamines. Les vitamines, c'est quelque chose que votre organisme ne peut absolument pas fabriquer. Vous devez absolument le récupérer par votre alimentation. Pour fabriquer correctement l'hémoglobine, on a besoin de 2 vitamines, la vitamine B12 et la vitamine B9. La vitamine B9, on l'appelle folate. Et pour finir, donc, 4e matière première, c'est le fer, donc, dont on a dit tout à l'heure qu'il était fondamental puisqu'il allait permettre de récupérer l'oxygène et de la relarguer, de la redonner au tissu. Et donc, l'usine qui fabrique tout ça, c'est la moelle osseuse. Donc, juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les autres causes d'anémie, il y a des gens, par exemple, qui vont avoir l'usine, on va dire, qui dysfonctionne. Donc, ils ont à peu près, ils ont tout ce que vient de citer, ils l'ont, sauf que l'usine marche mal. Elle ne fait pas bien, le produit fini est mal foutu, donc il part à la poubelle après le contrôle qualité, donc sort de la moelle osseuse très peu de globules rouges, par exemple, ou de globules blancs pour d'autres types de maladies. On appelle ça des anémies d'origine centrale, c'est-à-dire c'est la moelle osseuse qui ne va pas bien, hein. Et de façon exceptionnelle, on a des personnes qui cumulent, on va dire, 2 types de pathologies, c'est-à-dire du Randy-Hössler et aussi une problématique de moelle, hein. Donc, c'est vrai que quand on a une maladie de Randy-Hössler, on a bien sûr, dans 98% des cas, un problème lié au manque de fer, plus rarement à certains manques de vitamines, mais il faut toujours quand même, quand on a une anémie, ça c'est le rôle du médecin, raisonner jusqu'au bout et si on voit que les choses ne se corrigent pas avec la jonction de fer, il faut quand même penser que malgré la présence de la maladie de Randy-Hössler, il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs pathologies et donc chercher les causes de l'anémie si elles n'arrivaient pas à se corriger avec l'adjonction des, on va dire, matières premières manquantes. Alors, pourquoi donc effectivement fabriquer l'hémoglobine est un problème pour les patients atteints de maladie de Randy-Hössler? Donc, comme je le disais, c'est un problème non pas d'usine, mais c'est un problème de manque de matières premières. Alors, si on reprend notre petit schéma, donc la globine, il n'y a pas de souci. Alors, la vitamine B12, ce n'est pas un souci non plus. Parce que la vitamine B12, ça peut l'être, bien sûr, chez des gens qui ont une alimentation extrêmement carencée dans tout ce qui est protéines d'origine animale, les végétaliens, par exemple, qui ne mangent aucun œuf parce qu'il y a beaucoup de vitamine B12 dans les œufs. On a généralement des réserves, un individu, je dirais lambda, qui a une alimentation normale,
équilibré, quand je dis normal, je veux dire équilibré et diversifié, va avoir des réserves de vitamine B12, on considère pour 2 à 3 ans, c'est-à-dire que si s'arrêtait d'ingurgiter de la vitamine B12, il pourrait tenir facilement 2-3 ans sans en récupérer. Donc, vous voyez, avant d'être carencé en vitamine B12, il faut quand même avoir une alimentation extrêmement pauvre en B12. Il y a des maladies, par contre, qui peuvent empêcher l'absorption de la vitamine B12. Je ne vais pas on va bien sûr pas s'étendre là-dessus, ça n'a rien à voir avec la maladie de Rondiosler, mais certaines maladies peuvent empêcher l'absorption de la vitamine B12. Alors, la vitamine B9, donc elle, ce n'est pas toujours un problème, mais ça peut parfois l'être, parce que les réserves de vitamine B9, elles sont plutôt de l'ordre de 3 mois, donc c'est quand même, vous voyez, pas très long. Elles peuvent être effectivement diminuées chez les gens, par exemple, qui consomment trop de boissons alcoolisées. Donc, c'est vrai que la vitamine B9, parfois, peut être un problème. Donc, il faut penser de temps en temps, surtout si l'adjonction de fer ne corrige pas l'anémie, qu'il peut y avoir des carences en vitamine B9. Mais surtout, c'est le fer qui pose problème et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le fer, donc, c'est le principal problème à l'origine de l'anémie dans la maladie de Rendy-Osler. La raison est relativement simple et vous allez la comprendre aisément, c'est que le métabolisme du fer, c'est-à-dire la façon dont le fer rentre-sort et est utilisé dans l'organisme, est en circuit fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un stock de fer qu'on va, on va dire, accumuler au fil de sa croissance. Alors, on en a besoin plus pendant la croissance, l'adolescence, mais bon, on va dire à l'âge adulte, on a un stock de fer. Et ce fer, en fait, il va être donc grosso modo 4 grammes, donc 4000 mg. Ce stock de fer, bon, il est réparti dans l'organisme le plus dans l'hémoglobine, donc qui permet ces échanges. Donc, on a notre stock. L'hémoglobine est dans nos globules rouges. Nos globules rouges vont faire leur vie. Ils ont une durée de vie d'à peu près 120 jours. Et quand ils sont trop vieux, ils sont détruits dans la rate où il y a toute une usine de traitement des déchets. On est très performant sur le tri des déchets et où tous les constituants du globule rouge vont être remis en circuit, et notamment le fer, qui va être donc recyclé et renvoyé vers le stockage du fer, donc qui se fait essentiellement dans le foie. Donc en fait, normalement, si vous avez il n'y a pas de souci particulier, vous avez un stock de fer qui tourne en circuit fermé, et à aucun moment presque vous auriez besoin de rajouter du fer. Alors, il y a des petits besoins à la marge, donc on a des apports largement supérieurs aux besoins, puisque les besoins, ça serait les pertes quand même qu'il y aurait de façon systématique. Alors, il y en a un petit peu au niveau de ce qu'on appelle la desquamation des tissus comme la peau, les muqueuses, donc il y en a un petit peu qui se perd là, mais très peu. Chez les femmes, le principal perte du fer, c'est au niveau des cycles, des règles, où les femmes qui ont des règles très abondantes peuvent effectivement perdre beaucoup plus que la moyenne, et donc se retrouver elles aussi en anémie, comme peut l'être quelqu'un qui est atteint d'une maladie de Rendy-Osler. Donc, les apports, comme je vous disais, sont la plupart du temps largement supérieurs aux besoins. Donc, même si on a des pertes qui sont un petit peu augmentées à ce niveau-là, généralement, c'est bien compensé. Donc, en fait, ce système extrêmement bien régulé de stockage, recyclage, restockage, recyclage, fait que le fer, théoriquement, on n'en a pas besoin beaucoup dans notre alimentation pour rester équilibré et donc ne pas avoir de carence en fer et donc de baisse de l'hémoglobine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la maladie de Rendy-Osler? Ce qui se passe, c'est que les pertes, en fait, sont considérables.
Et donc, même si ce système de recyclage marche, le recyclage ne peut pas avoir lieu sur beaucoup de volumes, puisqu'il y en a une grosse partie qui se perd dans les saignements de nez ou les saignements du tube digestif. Donc, chaque fois que vous saignez du nez, en fait, c'est une partie, on va dire, du recyclage qui ne pourra pas avoir lieu. Donc, ça veut dire que c'est des stocks qui ne vont pas être renouvelés. Donc, vos stocks de fer vont être diminués. Et les stocks de fer diminués, on le mesure par le dosage de la ferritine. Donc, cette fameuse ferritine mesure les stocks de fer qui sont localisés dans le foie. Et c'est elle qui vous indique que effectivement les stocks sont bas. Et si les stocks sont bas, la moelle n'a plus de matière première pour fabriquer l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine va diminuer. C'est pour ça que certains d'entre vous ont parlé pour l'anémie du dosage de la ferritine. Il y a donc un lien extrêmement étroit entre le dosage de la ferritine et la possibilité d'avoir une anémie. Mais si vos dosages, vos stockages, vos stocks de fer sont bas, voire très limites, vous pouvez être on va dire, à la limite de devenir anémique sans pour autant l'être. C'est-à-dire quand vous avez, par exemple, plus de farine dans votre réserve, tant que vous ne faites pas de gâteau, vous ne pouvez pas dire « je manque de farine ». C'est le jour où vous en avez besoin que vous allez vous rendre compte que vous manquez de quelque chose. Donc, si vos stocks sont bas, mais que le recyclage résiduel et votre taux d'hémoglobine n'était pas à diminuer, vous allez pouvoir continuer à fonctionner. Mais dès que vous allez vous remettre à saigner, que le stock va passer en dessous d'un certain seuil, là, vous allez devenir anémique. Donc, en fait, dans la maladie de Randy-Osler, le fait qu'on saigne entraîne une fuite du fer et donc, effectivement, une carence en fer. Et la carence en fer, qu'on appelle aussi carence martiale, va donc entraîner la baisse de l'hémoglobine et donc l'anémie. Donc, comment remédier à cette problématique? Il y a deux façons. Bien sûr, la plus logique que vous avez, j'ai envie de dire, vous savez tous mieux que moi, c'est de limiter au maximum les pertes, c'est-à-dire trouver des solutions pour saigner le moins possible du nez et saigner le moins possible du tube digestif. Donc ça, c'est la logique. Quand vous avez une fuite, vous essayez de boucher la fuite plutôt que de remplir de l'autre côté. Mais vous savez comme moi que dans la maladie de Randy-Osler, ce n'est pas simple du tout, c'est même très compliqué. Et donc, notre autre solution, c'est d'augmenter les apports. Et ces apports qui sont faibles de base doivent être augmentés. Alors, on a un système physiologique qui est très, très, très bien fait. C'est-à-dire qu'on a, par rapport aux apports, au niveau du tube digestif, quand on manque de fer, tout un système qui va permettre de mieux absorber le fer. Alors, je m'explique. Quand la façon dont le fer est absorbé et mis en stockage est quelque chose de très complexe qui finalement est bien connu que depuis une petite vingtaine d'années et on a mis très longtemps à savoir exactement comment ça marchait. Ce qui est sûr, c'est que le fer que vous absorbez dans votre alimentation, que j'ai représenté par ces petits carreaux rouges là en haut, vont descendre dans votre estomac et être absorbés dans une zone du tube digestif qu'on appelle le duodénum, c'est-à-dire le début de l'intestin grêle et les premières anses de l'intestin grêle. C'est un petit peu plus étalé. Donc, ce fer va être absorbé uniquement dans cette portion-là. Donc, déjà, tous les gens qui n'ont pas plus cette portion-là ne peuvent plus l'absorber. Donc, ça, c'est important, mais bon, ça concerne très peu de gens. Mais surtout, quand ce fer descend dans votre estomac, par exemple, si c'est à travers la viande, il a besoin d'être un peu décortiqué, et notamment avec l'acidité de l'estomac. Et les gens qui ont des problèmes d'acidité et qui ont des douleurs de l'estomac et qui prennent des produits antiacides
peuvent parfois avoir des difficultés pour absorber le fer, parce que comme le manque d'acidité empêche la dissociation, c'est-à-dire l'espèce de découpage de ce qui est l'hémoglobine qu'il y a dans les muscles de la viande, par exemple, que vous mangez. Donc, comme on n'arrive pas à décrocher le fer, eh bien, du coup, il est moins bien absorbé et ça part dans le reste du tube digestif sans avoir été absorbé. Donc ici, je vous ai représenté donc là la lumière de l'intestin et les vaisseaux le long qui vont donc recueillir le fer absorbé. Si on fait un focus sur cette zone entre l'intestin et le vaisseau, que je vous ai représenté là en plus grand, on va se rendre compte que dans cette cellule qu'on appelle l'entérocyte, qui est la cellule du tube digestif qui doit absorber le fer et le faire passer dans la circulation, donc je vous ai représenté le vaisseau ici, il y a énormément de régulation, c'est-à-dire de verrous. Le fer que vous allez avoir dans le tube digestif ne va pas rentrer comme il veut dans la cellule et repasser dans le sang tranquillement. Il va devoir utiliser des espèces de canaux qui sont surveillés avec comme des douaniers qui vérifient combien il y en a qui rentrent et qui ont des instructions qui leur viennent de plus haut en leur disant là, non, pars, tu arrêtes tout, il n'y en a que 2 qui rentrent. Ou au contraire, par exemple, quand il y a de l'anémie, quand le taux de fer, des réserves en fer est bas, donc quand la ferritine que je vous ai représentée en bas dans le foie est basse, le petit verrou va avoir comme instruction de laisser passer plus de fer. Si au contraire, vous avez des bonnes réserves en fer, le petit verrou va dire non, stop, on n'en prend plus. Ce petit verrou donc qui s'appelle la ferroportine est donc commandé par une hormone donc qui est pas si vieille que ça dans sa découverte et qui s'appelle l'hepcidine. Bon, je vous ai pas mis tous ces noms parce que c'est pas d'intérêt forcément pour vous, mais c'est pour vous illustrer le fait que tout est extrêmement contrôlé et qu'on fait pas que ce qu'on veut. Et en particulier, c'est pas parce que vous allez manger 15 comprimés de tardiféron, ce qui vous donnerait horriblement mal au ventre, ou manger 20 tonnes de beefsteak, que ça va mieux passer dans le tube digestif et que vous aurez plus de fer. Il y a cette régulation qui empêchera qu'il y aura un seuil qui limitera votre absorption. C'est pour ça qu'on dit que le fer n'est pas absorbé directement et que les types de fer que vous allez, monsieur le docteur Chevalier va vous en parler tout à l'heure, le type de fer qui arrive, parce qu'il y a différents types de fer dans votre intestin, va pas être absorbé non plus de la même façon. C'est-à-dire que suivant comment il se présente, le verrou va dire oui plus facilement que d'autres. En particulier, s'il se présente sous forme de ce qu'on appelle un fer héminique, c'est-à-dire associé de quelque chose qui ressemble à l'hémoglobine, il va dans l'intestin, par exemple quand vous mangez de la viande, vous allez avoir plus de possibilités de le faire rentrer. Si c'est du fer qui est accroché à des végétaux, ça sera un peu plus difficile. On va vous en reparler tout à l'heure. Donc, cette régulation fait qu'on ne peut pas, avec les apports alimentaires, toujours régler le problème du déficit en fer. Et que par moment, il faut trouver d'autres solutions. Soit trouver quelque chose qui va être très bien absorbé, soit trouver une solution, c'est le mettre directement dans le système sanguin. Donc, ce fer que vous avez absorbé va donc partir dans la zone de stockage, qui est le foie, et sous une forme qu'on appelle la ferritine. Donc, pour connaître ces réserves en fer, on dose la ferritine. Pour savoir si on est anémique, on dose l'hémoglobine. Quand la ferritine est basse, on parle de carence en fer ou carence martiale. Quand l'hémoglobine est basse, on parle d'anémie. Alors ensuite, ces stocks, je ne vous l'ai pas représenté là pour ne pas alourdir le schéma, mais bien sûr, ces stocks, c'est les réserves qui vont permettre de fabriquer, comme j'ai tout à l'heure, l'hémoglobine et servir à tout un tas d'autres activités de l'organisme.
Alors, je vous laisse répondre à une autre nouvelle question. Quand vous êtes anémique, est-ce que les symptômes que vous allez ressentir, c'est d'être fatigué, d'être essoufflé à l'effort, ça peut vous donner de la fièvre, ça peut vous donner d'autres symptômes. Effectivement, le manque de fer et l'anémie qui va s'en suivre, comme on vient de l'expliquer, alors déjà, va pouvoir vous donner une certaine pâleur quand vous êtes anémique. Donc, effectivement, d'autres symptômes. Je vous avais posé la question, est-ce que c'est l'hémoglobine, c'était dans l'hémoglobine, voilà, est-ce que c'est le globule rouge, voilà, donne sa couleur au sang. Effectivement, le globule rouge donne sa couleur au sang grâce à l'hémoglobine, qui est un pigment, et donc qui a une couleur rouge, vous le savez tous, et c'est aussi ça qui fait que les petits vaisseaux qui sont sous la peau, juste sous la peau, qui sont pleins de sang et donc pleins de globules rouges, vont donner une petite couleur rosée à la peau, et donc le côté bonne mine, les joues roses et les conjonctives, c'est-à-dire l'intérieur des paupières, quand vous tirez sur la paupière inférieure, que vous voyez les petits vaisseaux qui sont à l'intérieur, sont très rouges. Mais si vous manquez d'hémoglobine, donc si vous êtes anémique, eh bien, vous allez être plus pâle. Donc la pâleur, alors il n'y a pas que l'anémie qui rend pâle, mais en tout cas, quand vous êtes pâle, vous pouvez effectivement, ça peut être une anémie. Quand l'anémie est très profonde, d'ailleurs, et là, on fait très attention à ça parce que des fois, on peut se faire un petit peu avoir, comme on dit, les gens sont même plus pâles, ils deviennent un peu jaune paille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la couleur et puis devient un peu jaune plus que blanche. Mais bon, on a les deux aspects. Donc, ça, c'est la couleur de l'hémoglobine qui est manquante, qui rend donc pâle. Mais le plus important, vous l'avez dit, c'est le manque d'oxygène. Donc, le manque d'oxygène, va être ressenti comme un essoufflement. Quand vous faites un effort que vous avez besoin d'oxygène, s'il est trop important pour vous, vous haletez, vous essoufflez, vous essayez de récupérer de l'oxygène. Quand vous êtes anémique, c'est la même chose, sauf que vous n'êtes pas forcément en train de faire un effort très intense. Alors, au début, on est essoufflé pour des efforts, j'ai envie de dire, modérés, pour lesquels habituellement on n'est pas du tout essoufflé, et que tout d'un coup, on se rend compte que pour monter les 2 étages, d'habitude, ça se fait très bien. Et puis là, au bout d'un, on cherche un peu sa respiration. Et puis, si les choses s'accentuent, on ne montera plus du tout d'étage, ou en tout cas difficilement. Et puis après, quand c'est très profond, on peut être essoufflé au repos, c'est-à-dire même si on ne fait rien, on est spontanément essoufflé, ou des choses basiques comme la parole. Et puis, donc après, même quand on ne parle pas, qu'on ne bouge pas, on est déjà essoufflé quand on a des taux d'hémoglobine qui descendent à 5 grammes, comme on peut parfois le voir, même des fois en dessous. Donc, l'essoufflement doit être un symptôme d'appel pour vous, patient, à la recherche d'une anémie. C'est-à-dire, si vous êtes essoufflé à l'effort, il y a plein de raisons. Vous pouvez effectivement, je dirais, une personne lambda peut être essoufflée parce que, je sais pas, elle fume trop, parce qu'elle a de la bronchite chronique, parce qu'elle a de l'asthme, parce qu'elle a pris 10 kilos, donc c'est plus compliqué pour faire descendre le diaphragme, parce qu'elle a des problèmes de muscles, une maladie musculaire. Elle peut être essoufflée parce que les vaisseaux sont bouchés, ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Elle peut être essoufflée parce que le cœur n'arrive pas à pomper le sang, donc elle a un problème cardiaque. Donc il y a 1000 raisons d'être essoufflée. Donc, mais dans tous les cas, quand vous êtes essoufflé, vous devez consulter votre médecin pour analyser la cause de cet essoufflement, et surtout, la première chose que vous devez faire, que votre médecin vous proposera, c'est sûr, quand vous avez une maladie de Rendy-Osler, indépendamment bien sûr d'examiner que vous n'avez pas d'insuffisance cardiaque, des choses comme ça, mais dans tous les cas, même si vous aviez de l'asthme ou une insuffisance cardiaque, vous devez vérifier votre taux d'hémoglobine. Ça, c'est vraiment une règle. Si vous devez retenir une seule chose de cette intervention, retenez que vous devez faire un contrôle de l'hémoglobine dès que vous avez un symptôme
qui peut être relié à de l'anémie. Donc, bien sûr, quand on est essoufflé, on est fatigué. Et la fatigue est effectivement un symptôme classique d'anémie. Elle a aussi 1000 raisons, la fatigue, hein, mais la fatigue est un symptôme d'anémie. Et souvent, dans le rendu Osler, mon expérience en tout cas de ces 15 années de suivi de patients rendus Osler, c'est que quand les gens ont, pour X raisons, du surmenage, etc., donc par exemple plus de travail ou d'autres raisons d'être surmenés, souvent ils saignent un peu plus, voire beaucoup plus. Et quand ils commencent à être fatigués, ils mettent ça sur le compte du surmenage. Oui, mais là, je suis fatiguée parce que j'ai gardé mes petits-enfants ou parce que j'ai beaucoup de boulot en ce moment, j'ai déménagé, donc je suis fatiguée. Mais en fait, la fatigue, et on le sait, le surmenage fait plus saigner. Et donc, quelle que soit l'origine de la fatigue. Et donc, quand elle s'accentue, ça peut être qu'il y a en même temps que la cause, je dirais, de fatigue liée au manque de sommeil, liée à 1000 choses, aussi de l'anémie. Et ce qui est important, c'est que si on règle l'anémie, eh bien quand même, on diminue la fatigue. Et donc, même si vous pouvez être fatigué parce que vous dormez moins bien pour 1000 raisons ou vous avez beaucoup de travail, etc., si vous n'êtes pas anémique, vous le tolérerez beaucoup mieux que si vous êtes anémique. Et donc, même si vous avez la sensation qu'il y a une bonne raison à votre fatigue, vérifiez quand vous êtes atteint d'une maladie de Rand-Osler votre taux d'hémoglobine. Ça doit être un réflexe automatique. Alors, les autres symptômes liés à l'anémie vont être les symptômes du manque d'oxygène dans les organes. Alors, en fait, dans tous les organes. Mais ceux qui parlent le plus, c'est les muscles. Et parce que les muscles sont des gros consommateurs d'oxygène. Donc, ils ont besoin d'énormément d'oxygène pour fonctionner. Il y en a un qui en a besoin de beaucoup, ça s'appelle le cœur, le myocarde, le muscle cardiaque. Il faut vous rappeler que le cœur est un muscle, hein, même si vous ne le commandez pas, c'est un muscle. Et qu'effectivement, quand il y a un manque d'hémoglobine, on peut ressentir des douleurs dans la poitrine parce que le muscle cardiaque est mal irrigué. Donc, les douleurs thoraciques antérieures, c'est-à-dire au niveau du sternum devant qui serre quand on a une maladie de Rand-Osler, doivent faire consulter parce que, bien sûr, rechercher l'anémie et vérifier qu'il n'y a pas un problème cardiaque sous-jacent. Hein. Il ne faut pas rester avec des douleurs thoraciques quand on a une maladie de Rand-Osler qui serre et qui sont importantes. Ces douleurs peuvent survenir, par exemple, au moment où vous essayez de faire un effort, ce qui signifie que votre organisme, votre cœur a besoin de travailler plus au moment de l'effort. Et comme vous êtes anémique et peut-être que les artères sont un petit peu bouchées ou resserrées, eh bien vous ressentez dans cette douleur dans la poitrine le manque d'oxygène au niveau du cœur. Alors bien sûr, il faut arrêter l'effort. Hein. Si vous avez des douleurs dans la poitrine en train de faire un effort, il faut toujours arrêter l'effort. Et puis bien sûr, consulter rapidement. On peut avoir des douleurs aussi sur les autres muscles. Et par exemple, les gens qui ont des artères, ou même sans avoir des artères très serrées ou bouchées, mais les gens qui ont des problèmes artériels dans les membres inférieurs, quand ils sont anémiques, ils peuvent ressentir des espèces de crampes brutales au bout d'un certain nombre de mètres de marche. Et quand ils s'arrêtent, c'est-à-dire quand le muscle n'a finalement moins besoin d'oxygène, la douleur disparaît, et il remarche et au bout de la même distance, 50 mètres, la douleur revient. On appelle ça, nous, dans notre jargon, la claudication. C'est un signe de manque d'apport de sang dans les muscles des jambes qui peuvent être dus au fait que les artères sont rétrécies et ou le fait d'avoir une anémie relativement importante. Donc, ce type de douleur doit faire consulter aussi et rechercher une anémie, donc doser l'hémoglobine. Donc, le patient atteint de maladie de Rand-Osler doit être très sensibilisé et connaître les symptômes qui peuvent révéler une anémie et consulter le médecin pour faire ce contrôle. Si par hasard votre médecin n'y pensait pas, il faut lui suggérer
en expliquant que vous avez cette maladie de Rodiosler et que vous saignez du nez. Vous allez me dire, mais si je ne saigne pas du nez, pourquoi est-ce que je ferais tout ce truc, puisqu'a priori, je n'ai pas de perte de fer? Alors, premièrement, vous pouvez saigner un peu du nez et par exemple être une femme, avoir des règles abondantes et donc avoir le même résultat de perte beaucoup plus augmentée, mais surtout, vous pouvez saigner du tube digestif. On va revenir là-dessus. Et donc, les saignements, vous ne les voyez pas forcément. Donc, quand vous êtes atteint d'une maladie de Rodiosler, que vous avez un symptôme d'anémie, vous devez vérifier le taux d'hémoglobine. Ça, c'est le message avec le contrôle du taux de ferritine que vous devez retenir. Alors, est-ce que ça a été des questions posées dans votre… Est-ce qu'on peut avoir un manque de fer sans anémie? Oui. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut être à la corde, c'est-à-dire quasiment plus de réserve et donc pas encore suffisamment de baisse de stock, de retentissement sur le taux d'hémoglobine, mais quand même. Et pourquoi? Parce que le fer, en fait, même si 80% du fer sert à l'hémoglobine, du fer qu'on a dans notre organisme sert pour l'hémoglobine, il y en a quand même un petit pourcentage qui sert pour les muscles, pour ce qu'on appelle la myoglobine, et aussi à l'intérieur des cellules pour faire fonctionner l'espèce de chaudière qui est à l'intérieur des cellules qui sert à faire travailler la cellule, qu'on appelle la mitochondrie. Et en fait, on se rend compte que les gens qui manquent de fer ont des symptômes quand même s'ils ne sont pas anémiques. Il y a des gens qui ont essayé de regarder et qui ont noté que il y a les gens se plaignent de fatigue, hein, donc même s'ils ne sont pas anémiques, ils se plaignent de fatigue, d'où l'intérêt de contrôler à la fois l'hémoglobine et la ferritine. Hein. Certains décrivent sensation de malaise, d'autres des modifications de l'humeur avec de l'irritabilité, une humeur un peu plus dépressive, des cheveux qui vont être secs, qui vont tomber plus facilement, la peau qui va être sèche. Il y a quelque chose aussi qui est très dit, plus compliqué à mettre en évidence, hein, mais qui ont des troubles de la concentration. En revanche, il y a quelque chose qui est bien connu et qui gêne le sommeil, qui s'appelle le syndrome des jambes sans repos. C'est des personnes qui, quand elles se couchent, vont avoir des espèces d'une gêne qui n'est pas une douleur, une gêne au niveau des jambes, avoir besoin de bouger les jambes plusieurs fois, de se lever, de rebouger les jambes, et n'arrivent pas à trouver le sommeil à cause de ça. On se rend compte que si ces personnes ont des ferritines juste à la norme ou subnormale, aux alentours de 20 ou 30 microgrammes, si on les complète et qu'on leur met des ferritines au-dessus de 60, ce symptôme disparaît. C'est la même chose quand on a une insuffisance cardiaque. On sait maintenant que le manque de fer dans l'insuffisance cardiaque, sans qu'il y ait anémie, va altérer les performances cardiaques. Et les cardiologues maintenant font très attention à ce que les personnes aient suffisamment de fer. Alors, question 6, 7, 8. Alors, l'anémie, donc, on a déjà répondu plus ou moins. Hein, chez une personne atteinte de maladie de Rodiosler peut être due au saignement de nez, au tube digestif ou à autre chose. Concernant les saignements de nez, ils sont améliorés par l'humidification des fosses nasales, les cautérisations chimiques, le stress ou la fatigue. Ils sont favorisés par le stress ou la fatigue ou je ne sais pas. Et au niveau digestif, est-ce qu'on doit systématiquement dépister les anomalies par une endoscopie, c'est-à-dire une gastrocoloscopie, sont souvent invisibles, expliquent parfois le besoin de transfusion ou je ne sais pas. Bien écoutez, c'est gentil, ou que vous saviez déjà. Donc, l'humidification des fosses nasales, c'est agréable de voir que ce message est bien passé. Donc, les cautérisations chimiques, je vais revenir dessus, il faudra les éviter. Et ça, vous savez mieux que moi, ce qui favorise vos saignements de nez, effectivement, c'est une plainte, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les patients, le fait que ces saignements soient augmentés par le stress ou la fatigue. Et donc, le conseil qu'on vous donne chaque fois, d'essayer d'avoir une hygiène de vie équilibrée pour éviter la fatigue ou trop de stress. Mais parfois, on ne peut pas trop, c'est pas
c'est difficile de régler le stress dans le monde dans lequel on vit. Au niveau du tube digestif, souvent les choses sont un peu moins connues. Donc, systématiquement dépistés par une endoscopie, on va y revenir, sa réponse c'est non. Ils sont parfois et souvent même invisibles, c'est vrai. Parfois, effectivement, ils conduisent à des transfusions. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, je laisse Monsieur Erasme fermer. Voilà. Donc, alors effectivement, les saignements de nez, je vous ai mis cette image qui est un peu gore, je l'avoue, mais que vous connaissez bien, hein. Ils peuvent être très, très, très abondants. Alors, il n'y a aucun traitement au moment où on se parle qui permet de façon certaine et définitive d'empêcher un rendu ossellaire de saigner du nez. Voilà, les choses sont claires. Alors après, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire quand même. Il ne faut pas du tout désespérer. Donc, ce qu'on appelle les petits moyens, c'est-à-dire l'humidification des fosses nasales. On sait que l'air sec facilite les épistaxis, qui sont l'autre nom pour les saignements de nez. Donc, l'humidification des fosses nasales, systématique, le soir avant de se coucher. Pour ceux qui ont des croûtes, l'obstruction des fosses nasales après humidification avec du coton pour justement éviter que l'air passe et que donc derrière on puisse, à force d'humidifier, faire tomber les croûtes sans qu'elles s'arrachent, parce qu'il y a cette espèce de cercle vicieux, saignement, croûte, arrachage des croûtes, ressaignement, croûte, etc. Donc il faut arriver à essayer de trouver un équilibre pour que ces croûtes se défassent doucement sans provoquer une nouvelle hémorragie. Et comme vous le savez, quand vous avez une croûte sur la peau, vous êtes sous la douche et que c'est tout mouillé, votre croûte, elle va s'en aller sans forcément saigner. Alors que si vous êtes à l'extérieur et que vous avez une croûte et que vous l'arrachez, et bien forcément, il y a beaucoup de chances pour que vous saigniez. C'est exactement le même problème au niveau de la muqueuse. Donc, au niveau des médicaments qu'on peut mettre en œuvre, il y a un médicament bien connu qui s'appelle l'Hexacil, que vous connaissez bien mieux que moi, qui a été montré efficace chez environ 30% des rendus ossellaires. Il y a eu plusieurs études qui l'ont confirmé, des études bien menées, mais 30%, ce n'est pas 90%, donc chez des gens chez lesquels ça n'a pas d'effet. On a beaucoup d'espoir sur une pommade à base de tacrolimus. Il y a un essai qui a été fait récemment par le réseau rendu ossellaire en France, mais qui a montré que pendant le traitement, les patients étaient améliorés, mais que l'effet ne durait pas à l'arrêt. Donc, cette étude avait été initialement prévue pour comparer avant et après traitement, mais c'est sûr qu'avant et après traitement, il n'y a pas de changement puisque les changements se font pendant le traitement. Donc ça, c'est quelque chose qui va être refait comme étude et ça améliore quand même un certain nombre de personnes. Ça s'appelle dans le commerce le Protopic. C'est une pommade qui est utilisée dans une maladie au niveau de la peau qui s'appelle le psoriasis. Donc, l'autre médicament qui est proposé parfois, c'est le bevacizumab. Ce n'est pas évident sur l'évaluation sur les saignements de nez. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont améliorés, certains ça leur fait rien du tout, donc c'est quelque chose qui peut être utilisé, c'est un médicament par voie intraveineuse qu'on appelle aussi l'Avastin, mais qu'on réserve aux gens qui ont des besoins transfusionnels liés à leur saignement. Au niveau local, les ORL font des choses. Alors, c'est vrai que là, je n'ai pas mis du coup la cautérisation. Celle qui apporte quelque chose, c'est la cautérisation laser. Mais les cautérisations chimiques, par exemple au nitrate d'argent, on sait qu'elles peuvent être délétères parce qu'elles vont favoriser les perforations de cloisons et donc derrière accentuer les saignements. Donc, il n'est pas recommandé de faire des cautérisations chimiques pour la maladie de rendu ossellaire. Alors, on peut des fois essayer de mettre de la colle dans les vaisseaux qui saignent, ça s'appelle l'étoxysclérol. Et puis, il y a des collègues qui utilisent une espèce de gel qui permet de stopper les saignements. On ne le fait pas au moment aigu de l'hémorragie, mais un peu en entretien. Ça s'appelle le Surgiflo, le Flocil. Donc, ce produit est habituellement utilisé par les chirurgiens pour mettre comme une espèce de gel dans un site opératoire qui saignote pour arrêter les saignements. Et donc, il y a certains collègues qui le proposent en injection dans le nez des rendus ossellaires. Ça s'autodétruit au bout de 24 heures. Et puis, ça pourrait éviter les ressaignements immédiats. Alors, il n'y a pas vraiment d'étude qui ait clairement validé ça.
mais c'est actuellement proposé parfois. Et puis après, il y a des traitements plus lourds qui sont des radiologiques ou chirurgicales dans les grands saignements qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on appelle les embolisations. C'est-à-dire il s'agit de boucher l'artère qui est en train de saigner en passant par le système vasculaire, donc en partant des bras et puis en remontant vers les carotides jusqu'à l'endroit, jusqu'à l'artère qui saigne. Il y a des gens qui ont subi énormément d'embolisations pour des hémorragies dramatiques. Ça peut être un traitement de l'urgence, ça l'est souvent. Et puis, au niveau chirurgical, l'opération qu'on appelle de Young, qui consiste à suturer les fosses nasales, qui effectivement, pour des gens qui saignent de façon dramatique, peut apporter un certain confort, mais rarement faite. Au niveau digestif, je vous ai montré 2 photos de l'intérieur de l'estomac. On peut avoir différentes formules, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ont des petites zones, c'est les mêmes télangiectasies, c'est-à-dire c'est les mêmes petites dilatations de vaisseaux comme celles que vous pouvez avoir sur les lèvres ou sur la langue, mais sur la muqueuse de l'estomac. Et vous pouvez en avoir une ou deux éparses, comme vous pouvez en avoir sur la photo de droite, des quantités absolument phénoménales. Donc, en fait, le dépistage n'est pas systématique. Donc, la fréquence de savoir combien de patients ont au moins une télangiectasie digestive, on n'a pas la réponse. Le dépistage est non systématique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas forcément d'intérêt. On considère que les gens, quand on fait sur un panel d'une centaine de personnes, il y a déjà eu des études, systématiquement cet examen endoscopique avec notamment une vidéocapsule qui est une petite caméra qui va voir ce qui se passe dans tout le grêle, tout l'intestin grêle. On sait que ces télangiectasies, vous voyez, sont dans la moitié des cas on en trouve chez la moitié des patients au niveau de l'estomac, chez 90% des patients dans l'intestin grêle et de partout chez 42%. Donc, ces saignements sont surtout digestifs révélés après 50 ans et sont à l'origine des problèmes chez un tiers des patients qui ont des besoins transfusionnels. Alors, pourquoi ça ne sert à rien de les dépister systématiquement chez quelqu'un qui ne se plaint pas, qui n'est pas anémique, etc. Parce que aller faire des examens endoscopiques, c'est toujours un petit risque. Chez quelqu'un qui a une maladie d'Oehlers, c'est notamment le risque de le faire saigner du nez, d'arrêter l'intervention en catastrophe et donc de prendre des risques inutiles. Pourquoi inutiles? Parce que le fait de les voir va rien changer à la prise en charge immédiate. Alors, pourquoi c'est important de le faire parfois? Parce qu'on a le droit de saigner du tube digestif pour d'autres raisons. Si vous avez peu de saignement de nez et que vous avez une grosse anémie, il faut quand même vérifier que vous n'avez pas un ulcère à l'estomac, une tumeur de l'estomac ou du côlon, quelque chose d'autre que le rendu ossellaire qui vous fait saigner du tube digestif. Donc, bien sûr, il faut faire des endoscopies pour aller vérifier ça. Et c'est à cette occasion-là qu'on constate qu'effectivement, l'origine du saignement est digestive pour le patient rendu ossellaire. Donc, on peut aussi le faire à titre systématique, pas systématique, mais je veux dire parce qu'on veut dépister, parce que certains patients ont des mutations particulières, on est obligé de faire des endoscopies parce qu'on sait que certains patients rares, mutés sur ce qu'on appelle SMAD4, ont des risques de tumeurs du côlon, donc on est obligé de faire des dépistages systématiques. Mais d'une façon générale, au début de votre prise en charge, on ne vous proposera pas, sauf si vous avez des douleurs à l'estomac, des symptômes particuliers, un dépistage systématique. Traiter par voie endoscopique, c'est-à-dire cautériser au laser ou ce qu'on appelle au plasma argon ces lésions, n'a pas grand intérêt. Si vous êtes en train de faire l'endoscopie, que vous voyez qu'il y a une lésion qui saigne, bien sûr, le gastro-entérologue va la cautériser. Mais faire exprès des endoscopies en disant je vais essayer de toutes les cautériser, on sait que ça ne sert à rien parce qu'elles reviennent et il faudra recommencer. Et comme je le disais à l'instant, l'endoscopie itérative est un risque quand même pour le patient rendu ossellaire. Alors, il y a quelque chose, pour l'instant en tout cas, ça va être probablement mieux démontré après les études en cours, qui fonctionne bien sur ce type de saignement, c'est le bevacizumab, donc l'Avastin. Donc, il y a des études en cours dont les résultats ne sont pas complètement publiés, donc je ne vais pas en parler, mais en tout cas, sur les patients atteints d'atteinte digestive, on sait que c'est ceux-là qui bénéficient le plus de cette molécule qui, dans son mécanisme, en fait, réduit la prolifération des petits vaisseaux.
dernière foule de questions. Je vais me dépêcher parce que sinon, vous n'aurez pas le temps. Le traitement. Alors, pour le faire en comprimé, il peut donner mal au ventre, il peut être pris au long cours, il suffit d'augmenter les doses pour corriger le manque de fer. Le fer intraveineux peut donner des allergies, peut faire baisser le phosphore dans le sang, peut être administré à la maison ou je ne sais pas. On vous laisse répondre. Concernant le fer en comprimé, bon, vous le savez bien mieux que moi, il peut donner des douleurs abdominales. C'est la plainte qu'ont les patients de ce traitement. Bien sûr, il peut être pris au long cours. Il suffit d'augmenter les doses pour corriger le manque de fer dans le sang. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si vous prenez beaucoup de comprimés, vous n'aurez pas forcément beaucoup plus d'apport de fer dans vos stockages parce qu'il y a ce verrou dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a des doses de 1, 2 comprimés qui fonctionnent, mais prendre tous les jours beaucoup plus, ça n'apporte pas grand-chose de supplémentaire en termes d'augmentation de stockage. Le fer intraveineux, bien sûr, peut donner des allergies, c'est son principal problème, surtout ces fers intraveineux qu'on appelle les dextrans, qui sont plus utilisés tellement en France. C'est pour cette raison qu'on ne peut plus, on va dire, faire le fer intraveineux à la maison. C'est normalement interdit parce qu'il y a un risque d'allergie et on considère que les patients doivent pouvoir être secourus en cas d'allergie aiguë, ce qu'on appelle les chocs anaphylactiques. Maintenant, on peut, avec l'épisode Covid, ce qu'on appelle les structures qu'on appelle HAD pour hospitalisation à domicile, ont commencé à prendre en charge les gens pour les perfusions de fer à la maison. Mais ce sont donc des personnes qui ont déjà eu du fer à l'hôpital. Et puis, donc, la structure HAD, c'est quelqu'un qui va faire et qui aura le de quoi, entre guillemets, réanimer en cas d'allergie grave. Donc, ça ne peut pas être l'infirmière qui vient vous faire la prise de sang et qui n'a pas de matériel qui peut faire cette perfusion. Donc, effectivement, quelque chose qui n'est pas très connu et donc sur lequel je voulais insister, je vais en reparler tout à l'heure, ça peut faire baisser le phosphore dans le sang et donc ça doit être surveillé. Alors, quelles substances, j'avais pas vu ça, quelles substances sont indispensables à la fabrication de l'hémoglobine? La vitamine B9, oui. La vitamine C, la vitamine D, non. Mais on va revenir. La vitamine D, pas du tout. La vitamine C, non. Mais par contre, la vitamine C facilite l'absorption du fer au niveau du tube digestif. Donc, elle peut être utile, pas pour la fabrication de l'hémoglobine, mais pour augmenter l'absorption du fer au tube digestif. Donc, je vais reprendre la main. Alors, je vais essayer de me dépêcher pour pas… Donc, effectivement, alors, je vais pas… En fait, je vais faire d'abord le fer oral. Donc, effectivement, comme je le disais, l'alimentation peut parfois être insuffisamment riche ou ne pas suffire. Et donc, nous avons à disposition des comprimés de fer qui sont des formules de fer qui vont être mieux absorbées, soit parce qu'elles sont complexées à de la vitamine C, vous connaissez le fer vitamine C, soit parce qu'elles sont sous une forme plus facile à absorber pour l'intestin, c'est ce qu'on appelle la formule ferreuse. Mais par contre, souvent, celui qui est mieux absorbé, il est moins bien toléré. Donc, les deux premiers ici, qui sont du fer qu'on appelle ferrique, est mieux toléré, mais moins bien absorbé, on va dire moins efficace, on pourrait dire. Ceux-là sont des fers ferreux qui sont moins bien tolérés, mais qui sont mieux absorbés. Donc, il y a différents dosages dans ces comprimés. L'absorption, donc, est notée ici, elle est plus importante pour ces formules-là. Mais souvent, ce qui empêche les gens de prendre du fer en comprimé, c'est la tolérance, c'est-à-dire les effets indésirables. Donc, il vaut mieux parfois prendre un fer qui va être un peu moins bien absorbé, mais par contre, qui va être mieux toléré. Il y a des choses, mais ça, je ne vais pas empiéter sur le topo du docteur Chevalier, qui vont faciliter à la fois des substances comme la vitamine C ou des aliments qui vont ou faciliter ou diminuer l'absorption du fer. Ça va être l'objet de la présentation suivante. Et donc, si vous êtes carencé en fer, vraiment,
il ne faut pas imaginer que d'augmenter beaucoup votre alimentation va changer les choses, sauf si, par exemple, vous étiez complètement végétarien et que vous n'aviez pas une bonne connaissance des aliments végétaux qui contiennent du fer et que vous ayez vraiment une alimentation très déséquilibrée. Il y a un moment où il faut prendre du fer. Hein. Et parfois, ça ne suffit pas. Et donc, à ce moment-là, donc, on utilise le fer intraveineux. Alors, attendez, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Donc, le fer intraveineux, en France, on en a deux formules. Une qui s'appelle le Vénofer, l'autre le fer inject. Le fer inject, c'est le plus récent. Il était très, j'ai envie de dire, sexy parce qu'il se faisait en 15 minutes et on avait des grosses quantités de fer qu'on pouvait apporter, jusqu'à 1 gramme. Ça, c'était très bien. Le phénofer, lui, il est un peu plus compliqué puisque on a des ampoules de 200 mg. On ne peut pas en injecter plus que 300 mg. Il faut attendre 48 heures entre deux injections de 300 mg. Donc, il faut au moins 3 jours pour pouvoir avoir 600 mg, alors qu'il faut 15 minutes pour avoir 1 gramme de l'autre. Donc, c'est vrai qu'il y avait des avantages à ce nouveau fer. En revanche, l'inconvénient, et c'est là-dessus que je veux insister, alors pour le fer intraveineux, je vous ai marqué capital veineux parce que bien sûr, il faut des veines, hein, et que si c'est trop fréquent, après, les gens ont les veines qui commencent à être un petit peu abîmées parce que c'est un peu toxique pour les veines. Ils peuvent provoquer, je vais aller très vite sur l'explication, une diminution du phosphore. C'était quelque chose qui a été bien étudié, qui est expliqué par une modification hormonale, c'est-à-dire quand vous êtes anémique et qu'on vous apporte du fer, il y a la production d'une hormone qu'on appelle FG23, mais ça, ce n'est pas important à retenir, qui va vous faire uriner du phosphore, c'est-à-dire vous allez perdre votre phosphore. Et ce n'est pas problématique ponctuellement, le phosphore, après, hop, il remonte, il n'y a pas de souci. Et généralement, au bout de 3 semaines, les choses sont réglées, l'hormone a diminué et le phosphore est à nouveau, comment dire, ne part plus dans les urines. Mais si vous avez des perfusions régulières de fer, notamment de fer inject, parce que c'est celui-là qui donne le plus de problèmes, vous pouvez avoir accumulé, si vous avez par exemple tous les mois une perfusion de fer inject, vous pouvez accumuler ce manque de phosphore qui n'a pas le temps de se reconstituer, ce pool de phosphore. Donc, vous retrouvez avec un taux de phosphore très bas. Et le phosphore, c'est un aliment, c'est un produit, une substance, un ion très important pour le métabolisme de l'os. Et on va observer chez les gens qui ont des taux de phosphore très bas ce qu'on appelle des pseudo-ostéomalacies, c'est-à-dire comme les gens qui ont des carences en vitamine D et des os fragiles qui peuvent se fracturer. Donc, il n'est pas question de dire qu'on ne peut pas faire de fer inject. En revanche, il faut surveiller quand on est sous fer inject, avant de refaire une injection de fer inject, vérifier que le phosphore est bien normal. Et s'il y a un souci, bien sûr, il faut le supplémenter. On prend des gouttes qui ne sont pas très bonnes d'ailleurs, qui s'appellent Phosphoneurose. Et surtout, après, on privilégie plutôt le Vénofer qui donne moins souvent ces hypophosphorémies, mais qui peut aussi en donner. Et pour finir, je voulais parler d'un phénomène que les patients, souvent c'est eux en fait qui le déclarent, qui n'est pas très bien expliqué, qui fait que quelqu'un qui a des gros besoins en fer et qui doit être perfusé avec du fer, constate que le lendemain ou le soir, rapidement après sa perfusion de fer, il saigne davantage. Donc, si vous avez un manque de fer et qu'on vous dit que c'est nécessaire de vous faire du fer intraveineux parce qu'on n'arrive pas à vous remonter avec des comprimés, si vous constatez que vous saignez davantage après chaque perfusion de fer, il faut le signaler au médecin parce que ça veut dire qu'il faudra pour vous éviter de vous donner du fer. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre pour compenser l'anémie? Eh bien, on fait éventuellement des transfusions. Là, il faut être très attentif à la tolérance cardiaque et il faut se rappeler qu'on ne transfuse pas le chiffre de l'hémoglobine, on transfuse le patient. Donc, si l'anémie est bien tolérée, on peut se contenter de donner du fer
votre usine à globules va fabriquer correctement derrière l'hémoglobine. Si c'est mal toléré, on peut être amené effectivement à faire des transfusions, c'est-à-dire transfuser des globules. Et je trouve ça très intéressant, comme sur ma Valentine transfusion, là, je ne me rappelle plus le nom exact, parce que c'est vrai que les rendus ossellaires sont beaucoup transfusés et je trouve que c'est un moyen intéressant de communiquer sur cette maladie. Mais on ne transfuse pas sous prétexte que l'hémoglobine est basse. On transfuse parce que l'anémie est très mal tolérée, qu'on a des douleurs dans la poitrine, etc. Et il faut savoir que quand vous êtes transfusé, on vous apporte du fer parce que le fer, il est dans l'hémoglobine qu'il y a dans les globules transfusés. Donc, c'est un moyen d'avoir du fer. Mais en revanche, il ne faut pas abuser des transfusions si ce n'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'il faut que ce soit nécessaire. Quand c'est nécessaire, il faut le faire. Quand ce n'est pas nécessaire, il faut éviter parce que pour le cœur, la transfusion, c'est comme si vous le faisiez faire un gros travail. Et d'autant que si vous avez pour d'autres raisons le cœur fatigué ou parce que vous avez une atteinte hépatique, un cœur un peu plus fatigué, vous pouvez en fait, en faisant trop de transfusions, accentuer le problème cardiaque. Donc il faut trouver un juste milieu, ni trop ni pas assez, pour pouvoir être équilibré quand on a une anémie. Enfin, donc on peut être amené à prescrire d'autres vitamines, comme la vitamine B9. Ça peut être donc contrôlé de temps en temps, les folates, pour voir si vous en manquez. La vitamine B12, généralement, on n'en a pas besoin parce que les gens ont suffisamment de stock. Je conclus pour vous recommander de contrôler la ferritine et de rechercher une anémie chaque fois que vous avez un symptôme. Quand vous saignez pas beaucoup du nez, essayez quand même de le faire un peu systématique tous les 1 ou 2 ans. Si vous saignez, il y a des gens qui me disent je ne saigne pas du tout. Ok, mais bon, faites-le au moins une fois par an ou tous les 2 ans parce que vous n'aimez pas les prises de sang. Mais c'est bien quand on est rendu ossellaire de garder un petit œil sur son taux d'hémoglobine. Quand vous saignez régulièrement, mais pas beaucoup, faites-la plutôt tous les 6 mois. Et quand vous saignez beaucoup, vous pouvez être amené à la faire tous les mois. C'est pas du luxe. Je sais que c'est pas rigolo les prises de sang, mais ça vous quand même permet de savoir où vous en êtes. Je cède la parole à mon collègue, le docteur Chevalier, pour la partie, on va dire, nutritionnelle, parce qu'il n'y a pas que les médicaments, il y a bien sûr votre alimentation, et je sais que ça vous tient à cœur, et je vous remercie donc de votre attention. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je trouve que l'exposé de ma collègue de Sophie a été particulièrement clair. Donc, je vais aborder les aspects pratiques et ensuite répondre aux questions. Alors, moi, je suis médecin nutritionniste. Je suis attaché au CHU de Montpellier et en clinique. Alors, vous me voyez un petit peu de côté parce qu'en fait, j'ai mon écran principal qui est devenu tout noir. Donc, j'ai un autre écran sur le côté. C'est pour ça que vous voyez un petit peu sur le côté. Donc, sur les aspects pratiques très concrets, on va essayer de voir ça avec vous. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. N'oubliez pas que, bien entendu, le bilan minimum pour une anémie ferriprive, une carence martiale, ça va être la numération de formule sanguine, le dosage de la ferritine, j'y reviens pas. Les besoins physiologiques pour l'apport en fer, eh bien, c'est de 11 à 16 mg par jour brut, c'est-à-dire qu'en fait, tout ne va pas être absorbé. 70% du fer va se retrouver dans l'hémoglobine des globules rouges. Alors, comme on vous l'a déjà dit, le stock moyen, c'est 4000 mg ou 4 grammes. Et en fait, on a besoin physiologiquement de capter à peu près 1 à 2 mg de fer réellement, qui soit utilisable, que l'on trouve dans l'alimentation. Donc, c'est ça ce dont on a besoin. C'est-à-dire, si je reviens en arrière, on doit absorber ça, mais c'est ça qui doit être assimilé. Quand on a une maladie de rendu ossellaire, eh bien, on a besoin d'un apport en fer, comme ça a été dit, supplémentaire parce qu'il y a des saignements. Après, on peut calculer de façon un peu technique et scientifique les déficits d'apport en fer. Ça vous concerne moins, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des bases qui nous permettent d'avoir des repères. Alors, il faut donc bien comprendre que
quand on va absorber du fer, on n'a que 10%, quand on va consommer du fer, on n'a que 10% qui va être absorbé. Donc, quand on absorbe l'équivalent de 10 à 15 mg dans l'alimentation, encore une fois brute, 1 ou 2 mg uniquement vont être réellement assimilables et utilisés. Ensuite, transportés par transférine, mis en réserve. Bien entendu, on récupère du fer, comme ça a été très bien démontré, lors de la destruction des globules rouges. Donc, on a aussi quelques pertes normales, en plus des saignements, mais qui restent minimes. Donc, 90% du fer n'est pas absorbé. Elle est, comme on vous l'a dit, dans la partie, au début de l'intestin grêle, au niveau du duodénum. Alors, question 1, peut-être vous pouvez la mettre. Effectivement, voilà, on a 2 types de fer fondamentalement dans l'alimentation. La forme dite héminique, donc c'est un terme technique, hein, ce n'est pas la peine de retenir ça, mais disons que c'est la forme qui est bien assimilable. On a 20 à 30% en moyenne qui va être assimilée. On va la trouver dans la viande, dans les poissons, dans les abats. Pourquoi il est bien assimilé? Parce que le fer va être fixé à l'hémoglobine et à la myoglobine des viandes et des volailles. Donc, ce fer, eh bien, on va avoir une bonne absorption de ce fer par rapport justement à sa forme. Le fer non héminique, donc encore une fois, vous ne retenez pas le terme, juste savoir que celui des végétaux et celui des œufs est moins bien assimilé de façon assez médiocre, entre 5 à 10%, mais on peut avoir des assimilations supérieures en fonction d'un certain nombre de facteurs que l'on va développer. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, d'où l'importance d'avoir une alimentation suffisamment carnée et riche en poissons. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que, comme vous l'a dit Sophie, docteur Sophie Rivière tout à l'heure, ça ne sert à rien non plus de se gaver de viande. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une saturation dans l'assimilation. En revanche, ce qui est très important, c'est d'en prendre de façon très régulière. Autrement dit, dans les recommandations que l'on a, les apports en viande doivent être à peu près de 400 à 500 grammes par semaine. Et là, vous pouvez faire exactement, il faut en prendre un petit peu plus, donc il faut prendre au minimum 400 grammes par semaine si on veut avoir une optimisation de son apport en fer, mais il faut que ça soit pris de façon très régulière. Autrement dit, vous pouvez très bien prendre des petits steaks ou des petits steaks hachés de 80 à 100 grammes, ça suffit très largement. Il ne s'agit pas de prendre un steak de 250 grammes ou des choses comme ça, pas du tout. Et puis, bien entendu, alterner avec les poissons. Les aliments les plus riches en fer sont les abats rouges, le foie, les viandes rouges. On va les choisir plutôt maigres, sans trop de matières grasses, puisque les matières grasses contiennent des acides gras saturés qui vont tendance à boucher les artères. En plus, dans le gras de la viande, maintenant, on trouve ce qu'on appelle des polluants organiques persistants, qui peuvent être des perturbateurs endocriniens qui modifient le métabolisme. La viande blanche contient aussi du fer, donc on peut très bien en prendre, la volaille, du lapin, et le poisson contient aussi du fer. Tout ça, c'est du fer qui est assimilable, facilement assimilable. On a aussi du fer dans les végétaux, donc dans les légumes secs. On réhabilite beaucoup les légumes secs parce que ça contient aussi du magnésium, du potassium, mais il n'est pas très bien assimilé. On a dans les légumes à feuilles, notamment les épinards, un petit peu dans les œufs et très peu au niveau des fruits, mais on va voir, c'est quand même important de consommer des fruits. Donc, on trouve ce fer. Alors, la différence avec, enfin, tous ces produits-là il faut bien les cuisiner, bien entendu, mais ne posent pas de problème de tolérance digestive, sauf parfois pour certains légumes secs. Les légumes secs, c'est les légumineuses, c'est les graines. Par exemple, les pois chiches, quand on en prend trop, en tout cas, il faut enlever ça à l'enveloppe, peut provoquer quelques flatulences. Mais les légumes secs, les lentilles, par exemple, sont vraiment très, très intéressants. Ce sont toutes les petites graines. Les petits pois, c'est aussi un légume sec. Donc, c'est toutes les graines, les flageolets, etc. La question 2, pertinent de consommer des abats. Oui, je vois que c'est une bonne réponse. Une fois de plus, c'est bien de constater que
bien vous avez une bonne connaissance. Mais je vais mettre un petit bémol, vous allez voir pourquoi. Le petit bémol est le suivant. Donc, les abats rouges, c'est très intéressant pour le fer, pour la vitamine, dont la vitamine B9. On a aussi de la vitamine B12, du zinc et de la vitamine A. Mais attention au foie que vous allez choisir. En effet, le foie, c'est l'usine à d'épuration du corps. Toutes les polluants, les contaminants vont être, ce qu'on appelle les xénobiotiques, vont être métabolisés au niveau du foie, ensuite partir au niveau de la bile, et puis certaines vont être excrétées au niveau des reins. Mais on a des polluants qui peuvent se déposer au niveau du foie, des métaux lourds. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, préférez très largement du foie bio. Alors, ce n'est pas qu'il soit à 100% exempt de métaux lourds, etc. Mais quand on consomme du foie bio, eh bien, on limite l'exposition à un certain nombre de substances indésirables. Donc, je crois que c'est la règle que vous devez avoir. Et j'insiste bien sur un point aussi, ça ne sert à rien d'en prendre des quantités importantes. Vous prenez régulièrement un peu de foie. On en trouve aussi dans les rognons, mais le foie, c'est très, très bien. Donc, prenez un peu de foie bio de façon très régulière, en fonction, bien sûr, du degré de saignement. Mais on peut très bien imaginer que vous en preniez, par exemple, 2 fois par semaine. Mais encore une fois, des petites portions, ça suffit très largement. En plus, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, le fer va être plus capté quand vous manquez beaucoup de fer que quand vous en manquez relativement peu. Donc, faites attention à ça. C'est une petite astuce que l'on conseille, mais qui a quand même son importance. Ensuite, la question 3, la vitamine B9, on en a parlé, et effectivement, il peut y avoir des apports en vitamine B9. Le dosage en vitamine B9, il est assez pertinent. À titre personnel, finalement, quand on fait un dosage, on demande un dosage de vitamine B9 et quand le dosage est bas, en fait, c'est un assez bon reflet d'un déséquilibre alimentaire. Ça veut dire que très souvent, il manque d'autres vitamines aussi. Toujours est-il que la vitamine B9, on va la trouver donc dans les foies. Donc, si vous en prenez un peu, l'intérêt, non seulement c'est le fer, mais la vitamine B9. Et puis, les feuilles vertes, les légumes à feuilles vertes, c'est très intéressant. La levure alimentaire, c'est un peu plus anecdotique. On peut en saupoudrer un peu dans ces aliments, mais c'est plus anecdotique. Donc, ça, ce sont les recommandations de l'Agence nationale de santé de 2016. Après ça, c'est plus anecdotique, l'échalote. Le jaune d'œuf aussi, c'est intéressant, ça apporte aussi de la vitamine B12. Bon, et là, on n'a pas besoin de s'en gaver. Sans ça, on va avoir des apports en cholestérol qui peuvent être trop importants. On peut prendre des œufs. Donc les œufs, c'est quelque chose qui est intéressant. Il ne faut pas s'en gaver. C'est-à-dire que l'œuf apporte des protéines de bonne valeur biologique, de la vitamine A, de la vitamine B12, de la vitamine B9 aussi. Vous pouvez en prendre jusqu'à 1 par semaine, autrement dit à peu près 7 œufs par semaine, mais ne faites pas des omelettes avec 4 œufs par personne. Donc, si vous prenez du foie, les légumes à feuilles, on en a aussi, ils l'ont pas mis là, mais on en a aussi dans les légumineuses, eh bien, c'est quelque chose, donc les légumes à feuilles, les légumineuses, bien, à ce moment-là, vous équilibrez vous avez des apports en général tout à fait suffisants. Pour la vitamine B12, effectivement, on n'a pas besoin de vitamine B12. En fait, l'organisme, il est bien fait. C'est-à-dire que cette vitamine B12, elle est tellement importante que bien on a un recyclage et on a besoin d'apports limités. Tous les produits animaliers apportent de la vitamine B12. Donc c'est de la vitamine B12 qui est bien assimilée. On la va trouver dans les œufs, dans le fromage, dans les produits laitiers, la viande, le poisson. Alors, est-ce qu'on en trouve dans les végétaux? On en trouve très peu dans les végétaux. On peut en trouver un peu dans les algues et un petit peu dans les graines germées. Mais on n'est pas du tout sûr que ça couvre les besoins. On n'a aucune étude scientifique qui nous indique que la prendre dans les algues et dans les graines germées, ça couvre les besoins. En plus, les algues, vous savez que maintenant, on a tendance à limiter un petit peu la consommation des algues. On ne sait pas toujours d'où elles viennent. Et comme c'est un peu les épurateurs des mers, eh bien, elles peuvent être aussi un peu polluées. Et vous voyez dans les recommandations que l'on donne dans un
qui est l'apport en iode chez les femmes enceintes, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des déficits d'apport en iode, pas majeurs mais mineurs, eh bien on préconise plus les algues à cause de ça, alors qu'elles sont très riches en iode. On préconise des produits de la mer, pas des produits crus, hein, pas des coquillages, des choses comme ça, c'est les poissons et les crustacés. Donc cette vitamine B12, à partir du moment où vous consommez un peu tous ces produits-là, il n'y a pas de souci particulier. La question va améliorer l'absorption du fer et ça va améliorer l'absorption du fer des végétaux, c'est-à-dire des fers, ce qu'on a appelé tout à l'heure le fer non héminique. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand on consomme du fer héminique, donc du fer, de la viande, etc., paradoxalement, entre guillemets, enfin, peut-être pas paradoxalement, mais ça améliore aussi l'absorption du fer non héminique. En l'occurrence, la vitamine C et les différents acides organiques, maliques, etc., qu'il y a dans les fruits apportent cette vitamine C. Grosso modo, on a des besoins à peu près de 110 mg, ce qui correspond à 3 fruits par jour. Donc, vous avez vu tout à l'heure, on a vu que les fruits n'apportaient absolument pas de fer, mais par contre, on en a besoin pour l'assimilation du fer des légumes. Donc 40 mg en moyenne par fruit, enfin c'est une moyenne, le kiwi en contient plus, eh bien c'est tout à fait pertinent. Donc consommer 3 fruits par jour, en plus ça équilibre la flore digestive et c'est quelque chose qui est très pertinent. La question numéro 5, importante. Donc effectivement, alors ça c'est vraiment important, l'excès de café et de thé, le thé, on a beaucoup de documentation par rapport à ça, peut freiner l'absorption du fer par les tanins, par tout un tas de processus aussi. Donc, on limite très fortement la consommation de thé, mais aussi de café. Et donc, comment on fait? C'est surtout, on prend ces boissons-là en dehors des repas. On considère, sur le plan des études scientifiques, qu'il faudrait idéalement un délai entre 2 et 3 heures. Alors, il faut bien comprendre que si on prend un bol de café le matin, ça ne pose pas de problème. Et si on prend un petit café après le repas, on ne va pas au-delà. Au-delà, on pourrait considérer que c'est déjà, pour la maladie d'Andrew-Osler, un excès. Et sur le thé, eh bien, on va le prendre en dehors des repas, c'est-à-dire qu'on peut très bien prendre un petit thé dans l'après-midi. On peut prendre aussi un peu de thé le matin, mais on ne va surtout pas abuser de ces boissons-là. On a une étude récente, alors ça va prendre un petit peu avec des pincettes, limiterait aussi l'absorption du fer. En tout cas, il faut faire attention aux boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées peuvent favoriser les saignements de nez. Et comme vous l'a dit très justement tout à l'heure le docteur Rivière, ça peut aussi diminuer le statut en vitamine B9. Donc, soyez très, très prudents avec les boissons alcoolisées. Ça veut dire de façon très concrète que vous n'en prenez pas tous les jours, que vous en prenez occasionnellement un petit verre, un verre de champagne lors d'un anniversaire, mais soyez quand même très, très vigilants avec ces boissons alcoolisées. Après, de façon un peu plus anecdotique, bien, on a les tanins, les phytates et certains fibres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans le son. Autrement dit, ça peut vous paraître un peu paradoxal, mais il ne faut pas prendre trop de pain complet ou de pain aux céréales. Donc, un excès de pain aux céréales ou complet peut freiner aussi un petit peu l'absorption de fer, mais ça reste modeste. Ça veut dire quoi? De façon très concrète, vous pouvez prendre sans aucun souci, même si vous prenez du pain complet ou du pain multicéréales, 3 à 4 tranches, ce qui correspond à 60-80 grammes de pain par jour de ce type-là. Ça va, mais pas au-delà. Sans ça, vous prenez du pain au levain, qui en plus, le pain au vrai levain classique, il rééquilibre bien la flore digestive. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc, pensez à ça. Pas plus de 2 tasses de café. Du thé, pas plus de 2 tasses, dont une tasse en plein milieu d'après-midi. Les boissons alcoolisées, ça doit rester très limité. Et le pain, si vous prenez du pain complet multicéréales, pas plus de 60 à 80 grammes. Le reste, vous pouvez sans problème. Et j'insiste aussi sur un point, ce sont certains médicaments. Quand on a des aigreurs d'estomac, on a tout un tas de médicaments qui sont notamment des gels d'alumine
et qui vont neutraliser l'acidité. Si on neutralise l'acidité, comme vous l'a dit le docteur Rivière tout à l'heure, eh bien le fer va être moins bien absorbé. Donc toujours veiller à ça, et on a parfois d'autres solutions. On peut prendre aussi pour adoucir, alors il y a une plante qui s'appelle la fumeterre par exemple, qui adoucit la muqueuse de l'estomac, la chili millefeuille, et aussi une plante que vous connaissez, le réglisse. La seule chose, c'est qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas de tension artérielle importante, puisque la glycérysine fait un petit peu monter la tension artérielle. Donc, il faut toujours bien en parler à votre médecin et vérifier les médicaments que vous êtes amené à prendre. Alors, effectivement, on peut prendre des compléments oraux. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a une très grande hétérogénéité dans les produits. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, vous prenez rien par Internet, vous prenez pas en grande surface, vous pouvez demander à votre pharmacien qu'est-ce qu'il a quand vous ne supportez pas les médicaments oraux. Ensuite, il faut savoir qu'avec ces compléments, il faut être très prudent. Il y a des surdosages possibles. C'est rarement du fer seul. Il peut y avoir beaucoup de composés. Il y a quand même beaucoup d'enquêtes qui ont été faites et qui ont montré que parfois, on absorbait trop d'autres produits qui peuvent avoir des effets très délétères, et même l'excès de fer peut être aussi néfaste. Donc, il y a beaucoup des surdosages possibles en vitamines, etc., qui posent tout un tas de problèmes. Donc, soyez quand même très, très prudents. Quant à la spiruline, bien, en fait, elle a été très à la mode, elle a été très promue sur les réseaux sociaux, mais elle contient un petit peu de vitamine B12, mais on ne sait pas si cette vitamine B12 est bien assimilée. Et le fer, bien, on a quand même quelques interrogations sur le degré d'absorption du fer, c'est un fer végétal, donc dit non héminique, qui n'est pas très très bien absorbé. Ce que je veux dire, c'est ne le considérez pas comme un produit miracle. Et faites très attention à l'origine de la spiruline que vous absorbez. Il y a de la spiruline, même en bio, qui peut venir de certains pays d'Asie. On n'a rien entendu, bien sûr, contre les pays d'Asie, mais on a pu découvrir de la spiruline de Chine bio, parce qu'en fait, elle était bio parce qu'il n'avait pas traité du tout, mais qui contenait aussi des métaux lourds. En fait, elle avait été ramassée au fond de lacs qui étaient pollués, donc soyez très très prudent sur l'origine de la spiruline. Après, il y a donc de nombreux produits conseillés en pharmacie. Vous demandez conseil à votre pharmacienne, et il semblerait que le bisglycinate de fer que l'on trouve en pharmacie, donc sous différentes formes, eh bien, il soit bien toléré. Avant justement de préparer ce diaporama, j'avais interrogé quelques pharmaciens, et effectivement, il y avait un espèce de consensus sur ce bisglycinate de fer en termes de tolérance. Alors, efficacité, je ne peux pas vous dire, mais en termes de tolérance, on a ce fer doux qu'on peut avoir et que vous pouvez très bien demander à votre pharmacien. Donc, grande prudence, faites attention au mélange qu'il peut y avoir, au surdosage qu'il peut y avoir, et demandez conseil à votre pharmacien. La diapo suivante, on arrive à la fin. Alors, il faut faire la différence, une très grande différence entre les végétariens et les véganes, qu'on appelait avant les végétaliens. Les véganes, bon, ils ont un déficit d'apport en fer, bien entendu. Il peut avoir aussi, à force, au bout d'un certain temps, des déficits en vitamine B12. Sur les végétariens, mon expérience personnelle, j'ai jamais vu de végétariens qui avaient des déficits en B12, parce qu'en en fait, ils consomment des œufs, ils peuvent consommer du fromage. Pour les véganes, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. On s'est aperçu que il y avait des adaptations possibles, et que en fait, quand l'organisme n'a pas assez de fer, eh bien, il va améliorer aussi un peu l'absorption de son fer non héminique. Mais il faut quand même savoir que ce n'est pas une très bonne idée. On peut prendre des végétaux, ça bien entendu, ça c'est bien, mais il faut rester quand même sur les indications que l'on a données. En plus, les végétariens, ils peuvent avoir des déficits en protéines, bien qu'on trouve des protéines aussi dans les légumineuses, mais en beaucoup moins forte concentration. On peut faire des combinaisons alimentaires, mais les combinaisons alimentaires qui apportent tous les acides aminés dont on a besoin comme matériaux de construction pour l'organisme, c'est une alliance entre les céréales et les légumineuses, parce qu'il peut y avoir des déficits
en acides aminés. Et donc, quand vous prenez trop de céréales, on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas forcément très bon parce que vous avez de l'acide phytique. Et puis surtout, eh bien, on risque de manquer d'oméga 3. Les oméga 3, on les trouve dans le poisson. C'est les oméga 3 à longue chaîne. Vous savez, dans les poissons comme les sardines, le maquereau, le saumon, etc., le flétan, les anchois, le thon. Et en fait, eh bien, c'est important pour la mémoire, pour le cerveau. Et on n'a pas de preuve que les compléments en oméga 3, etc., puissent couvrir les besoins. Autrement dit, on a des grosses interrogations sur les végétariens qui doivent être beaucoup plus suivis que les autres. Les véganes, c'est une très mauvaise idée. Et les végétariens, idéalement, eh bien, il faudrait qu'ils arrivent, s'ils ne veulent pas de viande, qu'ils arrivent à consommer quand même du poisson à cause des oméga 3, à cause du fer, etc. Et là aussi, on fait attention aux compléments. Donc voilà ce que je voulais vous dire assez rapidement. Et bien, le docteur Sophie Rivière et moi-même, bien entendu, on répond à toutes vos questions. Bien, ben, merci beaucoup. Du coup, je vais laisser la parole à Emmanuel et Jacques pour formuler éventuellement. On a eu beaucoup de questions pendant vos exposés. Donc, merci beaucoup pour vos exposés. En fait, il y a beaucoup de questions, mais il y a déjà eu beaucoup de réponses. Et d'ailleurs, ce qui est assez manifeste, c'est que pendant les exposés, au tout début, il y a eu énormément de questions. Et puis, en fait, au fur et à mesure de l'exposé de Dr Rivière et de Dr Chevalier, finalement, les questions se sont complètement amenuisées à la fin parce que je pense qu'elles ont été répondues largement au fur et à mesure. Après, il peut rester effectivement quelques questions, notamment une des dernières pour vous, docteur Chevalier, sur la cuisson des aliments, notamment de la viande. Est-ce qu'il y a des conseils par rapport à une cuisson ou une autre pour préserver justement l'apport en fer? Après, si vous voulez, comme je dirais que sur le plan médical, les recommandations sont toujours de cuire suffisamment pour éviter des risques microbiologiques. Donc, si vous voulez, en tant que médecin, je dirais qu'on a tendance à préconiser une cuisson plutôt entre guillemets à cœur. Le fer est bien préservé et suffisamment bien préservé. Après, je dirais pour des raisons gustatives, on n'est pas, si on choisit de la viande de qualité, sur le degré de cuisson, on peut voir quoi. On peut vendre de la viande un peu rosée si on a une viande de qualité. Après, l'apport en fer reste tout à fait satisfaisant. Là-bas, pour les abats, c'est la même chose. On va les cuire plutôt en rosé, quoi. Une autre personne aussi qui demandait classiquement, on nous parle beaucoup de boudin noir dans les consultations médicales, donc vous n'avez pas abordé cet aliment-là. J'imagine qu'il est conseillé. C'est une question. Oui, le boudin noir, effectivement, j'aurais pu le mettre, effectivement, oui. Le boudin noir est conseillé, il est intéressant. Là aussi, bon, il faut le prendre très frais. Il faut aussi, je crois que pour tout ce qui va être viande et abats, franchement, faites très très attention à ce que vous achetez. Il faut mieux acheter. Alors, je ne dis pas ça du tout par chauvinisme, mais il y a quand même pas mal de contrôles en France. Et encore une fois, de préférence bio. Le porc, on va le choisir aussi plutôt bio. Il y a beaucoup de porcs. Pour vous donner une anecdote, enfin plus ou moins anecdotique, il y a beaucoup d'élevage de porcs industriels en Allemagne et au Danemark, par exemple. Donc, une fois, ce n'est pas du tout contre les Allemands et les Danois, bien entendu, mais on s'est aperçu que ces élevages industriels, certains de ces élevages industriels, eh bien, utilisaient tout un tas de produits chimiques et que, par exemple, il y avait quand même une diffusion de certaines molécules perturbateurs endocriniens. Et de façon très concrète, on s'est aperçu que les agriculteurs de ces pays-là, dans ces élevages-là, avaient plus de risques pour les jeunes agriculteurs de ne pas avoir, par exemple, des cancers du testicule. Et on a attribué ça à l'exposition à des perturbateurs endocriniens lors des élevages. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils utilisent beaucoup de produits chimiques. Donc, d'une manière générale, vous prenez des produits bio en France et si c'est des produits d'importation de l'Union européenne aussi, toujours en bio. Et je voudrais ajouter un point sur ce bio.
Je voudrais dire que le bio en grande surface est tout à fait sûr. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contrôle dans le bio en grande surface. Il n'est pas forcément toujours éthique parce qu'il peut venir de loin, ça c'est une autre histoire. Mais en termes de santé, il y a énormément de contrôle. Donc moi j'avais regardé ça d'un peu près, je les avais interrogés et ils m'avaient bien expliqué que compte tenu de la vente des produits bio qui augmentaient, ils n'avaient pas envie du tout de se retrouver un jour cloué au pilori par des journalistes en disant c'est pas du vrai bio, regardez ce qu'on a trouvé. Donc le bio en grande surface est sûr, il n'est pas trop cher, il a permis de se démocratiser. Donc le porc, on le prend en bio, les abats, on les prend tous en bio. Pour la viande, il faut que ce soit une viande de qualité que l'on peut avoir un peu partout en France. Merci. Également une autre question peut-être qui s'adresse davantage au docteur Rivière. Quelqu'un qui demande justement par rapport à des crampes nocturnes sans effort et une arythmie cardiaque, est-ce qu'elles sont le signe d'une anémie? Je n'entends pas du tout là. D'accord, je vais parler plus fort. Est-ce que vous Vous pouvez m'entendez? parler plus fort parce que j'ai rien entendu. Est-ce que vous m'entendez mieux là si je parle comme ça? Je m'entends un peu mieux, oui. D'accord. Donc, je disais qu'il y avait une autre question concernant des crampes nocturnes sans effort et arythmies cardiaques sont-elles le signe d'anémie? Alors, les crampes nocturnes, pas forcément, hein, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que pas forcément parce qu'on peut avoir des crampes nocturnes pour 1000 autres raisons. Mais si effectivement on a des artères un peu bouchées, que la nuit, quand on est donc en position horizontale, ben, du coup le sang, il n'y a pas la force de la pesanteur pour arriver jusqu'aux orteils, donc le sang n'est pas aidé pour descendre jusqu'aux orteils. On peut avoir des crampes et quand on a, donc parce que les artères sont bouchées, et quand on a de l'anémie, ça va aggraver ces crampes. Hein. Donc si on a des crampes la nuit, il faut toujours vérifier, si les vaisseaux ne sont pas bouchés, faire ce qu'on appelle un Doppler des artères des membres inférieurs, et 2, vérifier qu'il n'y ait pas d'anémie quand on est en radiostère. Alors, il faut vraiment, pour que l'anémie toute seule déclenche des crampes la nuit uniquement à cause de l'anémie et avec des artères normales, il faudrait vraiment qu'elle soit vraiment très importante. Mais après, il peut y avoir en fait plusieurs choses. On parlait tout à l'heure du syndrome des jambes sans repos, on parlait du déficit en fer. Donc, on peut avoir des symptômes qui associent à la fois le déficit en fer et ceux liés à l'anémie à proprement parler. Donc, c'est vrai que les crampes la nuit, si on en a une ou deux de temps en temps, ça c'est assez banal, on va dire. Mais si on en a systématiquement qu'elles sont invalidantes, qu'elles obligent à se lever, que c'est toutes les nuits, là, il faut faire quelque chose et il faut effectivement vérifier qu'il n'y ait pas d'anémie. Merci. Une autre question également concernant alors attendez, je retrouve la question déjà. Une jeune femme donc, qui demande si elle peut bénéficier d'une perfusion en fer en étant en carence et au début du 3e trimestre de grossesse. Alors, il ne faut absolument pas être carencé en fer quand on est enceinte. Ça, c'est une règle de base parce que le bébé a absolument besoin de faire ses réserves et il les prend sur la maman. Donc, c'est évident qu'il faut, mais ça, j'ai envie de dire, même quand on est parent d'Osler, on surveille de près que les femmes ne soient pas carencées en fer. Donc, ça, c'est très important. Alors, normalement, encore une fois, la perfusion intraveineuse de fer, elle est là si on n'arrive pas à régler le problème avec des comprimés. Donc, c'est-à-dire que si cette jeune femme prend des comprimés de fer en 1 à 2 comprimés et qu'elle fait attention à ne pas faire tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire le thé, le café, prendre un peu de vitamine C, etc., et que ça ne suffit pas et qu'elle reste carencée, oui, elle peut avoir des perfusions de fer intraveineuses. Si en revanche, elle peut aussi en avoir si elle ne tolère absolument pas les comprimés. Nous, on a beaucoup de personnes qui viennent pour des perfusions de fer qui, en fait, ne tolèrent absolument plus, après avoir pris des années du fer, elles ont trop mal au ventre, ça les constipe, ça déclenche des crises hémorroïdaires, etc. Donc, elles n'arrivent plus à prendre de fer, péros, c'est-à-dire en comprimé, et donc, du coup, effectivement, elles viennent pour faire des perfusions de fer. Donc, il n'y a aucune contre-indication par rapport à la grossesse d'avoir du fer, mais ça doit être toujours
régler, quoi. C'est parce qu'elle ne tolère pas le fer ou que ça ne suffit pas. Il ne faut pas dire j'ai une carence en fer, je ne prends pas de comprimé et je vais directement faire une perfusion. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a toujours une perfusion, on peut avoir une allergie, on peut avoir la veine qui s'abîme, on peut, voilà. Merci. Alors, une autre question concernant effectivement une personne qui a été greffée du foie et qui demande si c'est possible que le greffon stocke moins bien le fer. Normalement, le foie greffé est un foie qui fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que le foie stocke moins bien le fer. Donc, s'il y a une carence en fer qui continue, il faut effectivement, c'est peut-être parce que la personne saigne, peut-être elle saigne du tube digestif, et ça ne va pas être forcément réglé par la greffe du foie dans la maladie de Randy-Hössler. Et là, pour éviter le retentissement cardiaque de l'atteinte hépatique ou régler des conséquences rarissimes, on va dire, mais qui existent, de ce qu'on appelle de l'hypertension portale avec de l'eau dans le ventre à cause des veines, de l'hypertension qu'il y a dans le système veineux du tube digestif. Donc, c'est une situation rare. Mais une fois qu'on a greffé le foie, si c'est pour des raisons cardiaques ou même si c'est pour des raisons de ce qu'on appelle d'acide, le tube digestif en lui-même a le droit d'avoir des télangiectasies et de saigner. Donc, ce n'est pas parce qu'on est greffé qu'on règle le problème des télangiectasies. Donc, il faut faire rechercher l'anémie, bien sûr, et la compenser et regarder qu'il n'y a pas une autre raison de saignement si elle est importante. Merci. Oui, Emmanuel, Oui. il y a eu d'autres questions là depuis. Une question qui s'adresse plutôt à M. Chevalier. Existe-t-il des aliments qui augmentent les saignements de nez? On a parlé de l'alcool tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et si tu veux, Laurent, alors, en fait, l'alcool, ça c'est archi connu, donc ça je pense que les patients Randy-Hössler le savent largement aussi bien que nous. Quand on a quelqu'un qui est un surconsommateur d'alcool, s'il est sevré, généralement il saigne aux 3/4 moins, donc ça c'est une évidence pour l'alcool, ça fait saigner. Après, on ne peut pas avoir de réponse aussi facile parce que, il n'y a pas un aliment qui oui, l'autre non, parce qu'en fait, c'est très individuel. Et moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, les patients vont, pas décider, mais vont constater plus exactement que quand ils mangent telle chose, par exemple des choses qui sont épicées, quand ils mangent certains types d'aliments, eh bien, ils vont noter qu'ils saignent plus. Voilà. Des tomates crues, des choses comme ça. Et puis, donc, eux enlèvent généralement l'aliment de son alimentation. La personne fait ça. Donc, après, on n'aura pas forcément… Il y a d'autres personnes qui vous diront, toujours avec Laurent Hössler, qu'ils mangent des tomates, ils ne saignent pas du tout. Hein. Moi, ce que je retiens, en fait, du retour des patients, c'est bien sûr l'alcool, peut-être les choses un peu épicées, voilà. Mais il n'y a pas un aliment qui est commun à tout le monde et qui fait systématiquement saigner. Oui. Par contre, ce qui est tout à fait ce qu'on voit, c'est tout à fait vrai, c'est que dans certains compléments, on peut avoir des plantes qui favorisent le saignement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plantes comme par exemple le mélilo. On vous entend très mal, Monsieur Chevalier. On vous entend très mal. Vous m'entendez là? Là, vous entendez mieux? Vous m'entendez mieux là? Oui. C'est plutôt mieux, oui. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas pu dans tout ce que j'ai pu voir ou lire, par exemple sur les tomates, j'ai pas vu de choses particulières. En revanche, ce que je disais, c'est que au niveau des compléments, des fois, on a des très grosses surprises. C'est-à-dire qu'on a des plantes qui peuvent favoriser les saignements. Si vous avez un complément, prenez un complément alimentaire, par exemple, qui contient du mélilo, eh bien là, effectivement, vous avez des risques. Et je pense qu'effectivement, avec les épices, certaines épices, on peut avoir aussi, ça peut favoriser certains saignements. Donc, il faut être prudent, certainement très prudent avec les épices.
et avec les compléments qui peuvent contenir des plantes. Donc là, je crois de ce côté-là. Mais en tant qu'aliment, en tant que tel, on n'a pas de données suffisamment fortes. Et puis je crois que, comme a dit très justement Dr Rivière, il y a un caractère individuel aussi de tolérance des aliments qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Ok. Question peut-être plus pour Sophie. Deux questions en une. Est-ce que fumer, bon, la question est formulée, est-ce que fumer agit plus rapidement sur la maladie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je suis tétraplégique. Est-ce que cela favorise plus le développement de la maladie? Voilà. Est-ce que ces deux facteurs peuvent agir? Alors, ça va au-delà de l'anémie, bien entendu. Mais Sophie, est-ce que vous avez une réponse? Alors, je vais commencer par le plus facile. Le fait d'être tétraplégique n'accélère pas la maladie. Je rappelle que la maladie, ce n'est pas quelque chose, il ne faut pas le concevoir, la maladie de Randy-Osler, comme quelque chose qui doit, entre guillemets, s'aggraver inexorablement. Hein. Moi, je vois des gens qui ont plus de 80 ans et qui sont les parents de quelqu'un qui en a 40 qui a Randy-Osler et qui ont tous les deux la mutation et la personne âgée n'a absolument quasiment pas de symptômes, à part peut-être saigner une fois par an du nez. Donc, il faut pas concevoir la maladie de Randy-Osler comme une maladie qui va inexorablement s'aggraver. Donc, ça, c'est une chose. Donc, le fait d'être tétraplégique, ça n'a aucune raison d'accélérer ou de précipiter certains symptômes de la maladie. Ça, c'est sûr que non. Alors, il faut dire que, clairement, moi, personnellement, en tout cas, je n'ai pas de connaissance de patients tétraplégiques avec une maladie de Randy-Osler, mais je ne vois pas sur le plan physiopathologique pourquoi ça changerait quelque chose. Alors, pour le tabac, bien sûr, je vais vous dire, vous en doutez, hein, que le tabac, c'est un des toxiques les plus délétères pour la santé, les plus mauvais pour la santé. Hein. S'il y a une seule chose qu'on peut faire pour la santé, c'est arrêter de fumer. Ça, c'est plus que démontré. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde le sait, mais il faut vraiment pas oublier, parce que je suis souvent un peu perplexe, on va dire, sur les gens qui sont attentifs à leur santé de façon très, très précise, mais qui quand même fument. Parce que franchement, c'est vraiment ce qui est le plus toxique pour la santé avec l'alcool. Enfin, les abus, bien sûr, d'alcool. Mais pour ce qui est de la maladie de Randy-Osler, ben, clairement, faire passer au niveau du nez une fumée qui contient énormément de produits agressifs pour les muqueuses bien sûr du poumon, mais aussi les muqueuses du nez, ne peut pas être sans effet. Après, si vous me demandez est-ce qu'il y a des études qui montrent que les gens qui fument dans le Randy-Osler ont des évolutions, entre guillemets, de leur pathologie plus graves que ceux qui ne fument pas, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas ces données. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir un flux narinaire chaud, donc qui dilate, avec plein de produits toxiques, on peut quand même très facilement imaginer que ce soit agressif. Et dans le déclenchement, ça c'est sur le plan de la recherche plus fondamentale, dans le pourquoi des télangiectasies, de ces anomalies vasculaires, le débat qui est actuellement beaucoup au premier plan, c'est ce qu'on appelle le second hit, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des anomalies de départ, mais qui n'entraînent pas forcément quelque chose, et que pour que l'anomalie vasculaire ait lieu, il faut une deuxième raison, c'est ce qu'on appelle le second hit, donc une deuxième agression. Et donc, là, les agressions en question ne sont pas vraiment identifiées. Donc, au bout des doigts, est-ce que c'est les chocs à mesure, la bouche parce qu'on parle, la langue parce qu'on s'en sert tout le temps? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des télangiectasies à ce niveau? Mais si on est dans l'idée que ces télangiectasies surviennent après une deuxième agression et non pas de base, on peut se poser la question sur l'agression du tabac sur les muqueuses, qui pourrait peut-être être effectivement le second hit, c'est-à-dire la deuxième raison
d'être abîmés. Donc, je vous déconseille de fumer. Ok, Merci. et Emmanuel, je te redonne la main. Oui, je vois une question là aussi concernant effectivement les règles abondantes chez certaines femmes. Donc une question qui concerne ça et qui demande est-ce qu'il y a des solutions ou moyens contraceptifs recommandés afin de diminuer les saignements abondants afin de ne pas aggraver l'anémie? Alors, bien sûr, quand on a des règles abondantes, c'est assez banal enfin, c'est un problème de santé, enfin, des femmes qui est relativement fréquent. Alors, ça peut des fois être un fibrome, donc il faut consulter son gynécologue pour vérifier s'il y a une anomalie qui relève d'un traitement spécifique, d'une intervention, etc. Après, ça peut être simplement le fait de déséquilibre hormonal. Donc, j'en profite pour dire que dans les traitements possibles, bon, j'avais vraiment pas le temps de détailler, là on est déjà très en retard, donc c'est pour ça que j'ai été très succincte sur les prises en charge, mais vous avez aussi de la littérature sur le fait de traitements hormonaux, notamment de pilules, qui permettent de limiter les saignements de nez. Or, pour les règles abondantes, peuvent se discuter donc des traitements hormonaux, des contraceptions de type à la progestérone seule qui font même supprimer parfois les règles complètement. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez des règles abondantes, de discuter avec votre gynécologue. Et une fois il y a le point est fait, il n'y a pas de contre-indication, ça peut être effectivement une discussion de traitements hormonaux ou même de stérilés, mais à la progestérone qui supprime effectivement les règles. C'est sûr qu'un rendu ossellaire qui, en plus, une femme qui a des règles abondantes, elle est vraiment à haut risque de carence et il faut s'occuper de ce problème de règles abondantes. Merci. Peut-être une dernière question, Jacques, je ne sais pas. Est-ce que tu as une dernière question? Non, écoute, toutes celles que je vois apparaître pour moi, soit ne sont pas en lien avec l'anémie, qui est le thème d'aujourd'hui, Je ne vous entends pas, soit, monsieur Pirette. soit ont été répondues dans les interventions. D'accord, donc je pense qu'on peut effectivement clore les questions là, Didier. D'accord, bah, je vais proposer un dernier sondage. Oui, merci beaucoup, Sophie Rivière et Laurent Chevalier, pour votre participation à cette session. C'était très utile. Et je pense que mon petit doigt me dit qu'on devrait prolonger ce genre de réunion sur d'autres thèmes. Mais c'était tout à fait intéressant et vous étiez l'un et l'autre très pédagogiques. Voilà, dans vos Merci beaucoup. présentations. Merci à tous d'y avoir participé. Nous étions 120, c'est bien. Et vous aurez la vidéo en replay sur le site de l'AMRO. Voilà. À bientôt.